On a besoin de partager l'information. Donc, je disais qu'il faut partager ceux qui sont là avec nous, Mhm. partager au maximum. Comme ça, on peut maximiser l'information parce que c'est de l'information gratuite. Mhm. Et pourquoi pas partager? Voilà. Exact, exact, exact. Alors, pour quelqu'un qui vient d'arriver, la dernière fois, tu nous as dit que c'est vrai que on encouragerait tout le monde de chercher un prêt hypothécaire, mais ce que j'ai retenu la dernière fois, ce n'est pas tout le monde qui devrait le faire à n'importe quel moment donné. Si tu peux Exact. juste nous conseiller, alors, quelqu'un qui vient d'arriver et Ouais. qui remplit. D'abord, dis-nous, quelqu'un qui vient d'arriver, qu'est-ce qu'il devrait faire? Bon, d'abord, avant même de parler de quelqu'un qui vient d'arriver, on doit d'abord définir c'est quoi l'hypothèque. Mhm. C'est quoi l'hypothèque parce que beaucoup qui se joignent à nous là, des fois, on ne comprend pas, surtout les nouveaux arrivants, on ne comprend pas la différence entre l'hypothèque, carte de crédit, prêt personnel, ligne de crédit. Il y a tellement des informations qui sont lancées vers toi que tu ne sais pas vraiment exactement qu'est-ce qui signifie quoi. Mhm. Alors, c'est ce qui est important d'abord de définir l'hypothèque. L'hypothèque, en fait, c'est un prêt pour l'achat d'une maison ou un bien immobilier. Donc, ça peut être une maison, ça peut être un bien immobilier commercial, ça peut être un terrain. Donc, tout ça, ce sont des biens que, surtout ici au Canada ou les États-Unis, des pays où le capitalisme est vraiment, vraiment maximisé. Mhm. Et, et c'est presque personne n'achète un bien immobilier avec le cash. Mhm. Donc, c'est qu'il faut recourir vers des prêteurs, des banques, des prêteurs indépendants et tout ça pour avoir un prêt pour cet achat. Mhm. Alors, l'hypothèque, c'est ça. Ces prêts-là s'appellent l'hypothèque. Alors, mais comme vous le savez, un prêt, et c'est avec confiance qu'on donne un prêt, même quand il s'agit des prêts personnels entre amis, entre membres de famille, tout ça, c'est toujours avec confiance. Donc, imaginez maintenant un prêt qui tombe dans des 400, 500 000, 1 million de dollars. Le niveau de confiance doit être aussi élevé pour que le prêteur puisse vous donner ses prêts. Alors, il faut remplir certaines conditions pour pouvoir quand même accéder à ces prêts-là. Et c'est là où mon travail arrive et pour vous aider à pouvoir sécuriser ces prêts parce que c'est vraiment l'information qu'il faut avoir et savoir comment agir en étant dans ces pays et pour que vous puissiez être approuvé pour cette hypothèque. Donc, vraiment comprendre comment ça se passe pour pouvoir être approuvé pour l'hypothèque. Alors, une fois que... Alors, qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un t'approche, par exemple? Quelqu'un approche Équipé Mortgage et dit, bon, voilà, moi, je suis intéressé. Hein, sans peut-être jusqu'à... Tu peux partager là ce que tu peux Ouais. partager. Qu'est-ce que tu demandes souvent comme information auprès d'une personne qui vient t'approcher pour un prêt hypothécaire? Très bonne question. Première des choses, il y a beaucoup de catégories de gens qui savent pas peut-être où commencer. La plupart, surtout pour des premiers acheteurs, c'est souvent quelqu'un qui a envie d'acheter une maison, OK? Qui va peut-être dans un quartier et dit, mais je vois quelqu'un qui vend une maison, j'aimerais bien acheter cette maison. Ça commence toujours avec l'envie d'acheter une maison, OK? Avec cette envie-là, ben, la direction, maintenant, savoir où commencer, c'est très important parce que il y a certains qui vont directement, par exemple, chez un constructeur, ils disent, j'aime cette maison, je vais l'acheter, ils commencent des procédures, ils commencent mal parce qu'ils ne savent pas, le constructeur ne sait pas si vous êtes capable d'avoir ces prêts-là hypothécaires. Parce que le constructeur, lui, son travail n'est pas de vous qualifier financièrement. Mhm. Lui, son travail, c'est de vous vendre cette maison. Mhm. Donc, ils ne savent pas si vous êtes qualifié ou pas. Et très vite, dans les procédures, vous allez comprendre que c'est pas seulement que parce que vous avez une somme d'argent dans votre compte bancaire que vous pouvez aller acheter une maison avec un prêt. Donc, il y a beaucoup de critères. Et très vite, vous allez comprendre que vous avez besoin de ce qu'on appelle la préapprobation. Vous devez être préapprouvé par un courtier hypothécaire, comme moi,
pour identifier, savoir quel est votre pouvoir d'achat et combien est-ce que vous pouvez être qualifié pour l'achat de cette maison. C'est pas parce que vous avez envie d'avoir une maison d'1 million de dollars que vous serez approuvé d'acheter une maison, d'avoir un prêt d'1 million de dollars. Donc, ça commence toujours avec moi qui va maintenant vous orienter et on va commencer les procédures pour la préapprobation. Donc, il y a aussi d'autres personnes qui vont directement vers les courtiers immobiliers, ce qu'on appelle le real estate agent, pour pouvoir acheter une maison. Et très vite, encore une fois, il remet toujours du côté finance pour savoir d'abord quel est votre pouvoir d'achat. Donc, ça commence toujours par moi, courtier hypothécaire, pour identifier votre pouvoir d'achat et savoir combien est-ce que vous pouvez avoir comme prêt. Et en ce moment-là, dès que nous savons comment vous aurez besoin, à ce moment-là, vous pouvez maintenant aller chez votre real estate agent ou courtier immobilier pour pouvoir choisir et aller faire le shopping de la maison que vous voulez acheter en ce moment-là. Mais venant vers moi, c'est tout un grand travail de procédures qu'il faut passer. Donc, ça demande, pour répondre à ta question, ça demande à ce que on puisse d'abord identifier, il y a 4 volets, 4 piliers, si je peux dire. On doit d'abord identifier votre pouvoir d'achat. Ils vont identifier par votre travail. Est-ce que vous travaillez? OK? Parce que pour avoir un prêt, vous devez avoir le pouvoir de payer ces prêts mensuellement, hebdomadairement ou même chaque 2 semaines. Et il faut, est-ce que vous avez ce pouvoir de rembourser? Donc, ça, c'est là où on doit identifier quels sont vos revenus. Est-ce que vous gagnez des revenus à temps plein, à temps partiel? Est-ce que vous êtes en contrat? Quel type de revenus que vous gagnez mensuellement pour qu'on puisse identifier? Parce que chaque revenu est calculé différemment. Et dès que nous connaissons du côté revenu, on doit aussi identifier du côté crédit, parce que dans le pays organisé, il y a un système de crédit pour savoir est-ce que vous êtes un bon prêteur, vous êtes un mauvais prêteur. Donc, on va checker votre bureau de crédit pour identifier cela. C'est pas seulement le score des crédits, comme beaucoup pensent. Le score des crédits ne dit pas toute l'histoire, l'historique. Donc, je dois entrer dans votre historique des crédits pour voir est-ce que tous les prêts que vous avez dans votre bureau de crédit, est-ce que vous les payez bien? C'est quoi votre taux d'utilisation? Et tout ça, on doit voir tout ça pour savoir est-ce que vous êtes un bon prêteur ou pas. Et on a ça. Troisième volet, c'est aussi savoir votre mise de fonds. Est-ce que vous avez une mise de fonds? De combien? Par rapport à ça, est-ce que vous pouvez acheter une maison à combien? Donc, ces mises de fonds aussi, on doit aussi savoir d'où viennent ces mises de fonds. Ça ne peut pas tomber du ciel et vous ne pouvez pas utiliser. Donc, il y a beaucoup de règles financières par rapport à qu'est-ce qui peut être utilisé, qu'est-ce qui n'est pas acceptable et tout ça. Et est-ce que vous avez aussi des frais de clôture, tout ça. Donc, tout ça, c'est une évaluation qui est un grand travail qui est fait de beaucoup de chiffres et beaucoup de paparazzi aussi pour identifier. Donc, toutes ces informations-là, on doit savoir comment les confirmer, les vérifier et tout pour confirmer que, voilà, vous avez autant et puis vous pouvez être qualifié pour autant. Ah, tu sais, en parlant de mise de fonds et tout ça, il y a quelqu'un qui m'écrit de Kinshasa. Hein, je ne sais pas si tu as vu la vidéo que j'ai fait de ce terrain qui n'est pas loin de chez moi, de 15 hectares. Quelqu'un qui me dit, ah oui, mais tu sais, moi j'ai des clients, tout ça, qui peuvent... J'ai dit, le problème, ce n'est pas d'avoir ces clients-là. Est-ce que cet argent-là qu'ils vont transférer dans les banques canadiennes ici, est-ce que c'est traçable? Traçable, ouais. Alors là, la personne était comme, qu'est-ce que tu veux dire par là? Je dis, oui, mais on doit savoir d'où viennent les 15 millions ou les 10 millions qui vont sortir. Et tu sais, ces politiques-là, c'est juste question de culture. Hein. Moi, j'en connais aussi des gens ils viennent du pays, tu as beaucoup d'argent, tu viens ici, tu dis, je vais aller au concessionnaire, je vais acheter une voiture cash.
et on te dit, écoute, ne fais pas ça. Mhm. J'ai un gars que je connais, il est venu, il est allé chez le concessionnaire, il avait du cash, Mhm. 80 000 dollars en cash. Il voulait Wow. acheter une voiture cash. Mhm. Tu sais ce qui s'est passé? Non. Le concessionnaire a appuyé un bouton, là, la police était arrivée à un instant. Wow. Oui, ici au Canada. Pourquoi? Parce que ici, on ne se promène pas avec des cash comme ça. Non. 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 Donc, c'est une potentialité d'être un criminel, blanchissement d'argent Mhm. et tout ça. Et heureusement qu'il avait déclaré cet argent quand il entrait, Mhm. à la porte d'entrée. S'il n'avait pas déclaré cet argent, on allait le prendre tout cet argent. Ça aurait été saisi. Exact. Ah oui. Saisi. Mhm. Donc, il y a ce qu'on appelle des règles contre blanchissement d'argent. Mhm. Il y a des règles mondiales, il y a des règles canadiennes aussi. Mhm. Et ce sont des règles qui se modifient même chaque année presque. Ouais. Et on doit passer, en tant que courtier, on doit passer ces cours chaque année pour et continuer d'améliorer comment est-ce qu'on peut identifier des blanchissements d'argent et tout ça. Donc, d'où vient vérification de mise de fonds. Mhm. Donc, et les règles, souvent, 90 jours de relevé bancaire. Mhm. Donc, si tu me dis que, Joël, tu dis que non, je te demande, mais d'où est-ce que tu vas avoir l'argent pour mettre comme mise de fonds? Ouais. Si tu me dis non, non, j'ai mon compte épargne, j'ai de l'argent que je vais utiliser, mais j'ai besoin de 90 jours passés des relevés bancaires de ce compte où se trouve cet argent. OK. Donc, je dois vérifier, est-ce que c'est l'argent qui vient à peine d'entrer? Est-ce que l'argent qui était déjà dans ton compte? Et par rapport à ce que tu gagnes, est-ce que tu es capable de sauver cet argent? Mhm. OK? Donc, tu peux pas juste avoir, on peut pas juste avoir 50 000 dollars qui tombent dans ton compte et ça se voit, hein, tout se voit. OK. Parce qu'avec le prêteur, il voit tous les détails. Mhm. Alors, quand il regarde, il dit, mais ces 50 000 dollars-là, d'où vient-il? Mhm. Et je te surprends même, toute transaction depuis de 2 000 dollars qui tombent dans ton compte doit être justifiée Mhm. Ouais. quand on fait le prêt d'hypothèque. Donc, ce n'est pas que, non, mon frère m'avait envoyé l'argent, mon ami, tout ça. Même si c'est un ami qui t'avait envoyé cet argent, Mhm. on ne peut pas l'utiliser comme mise de fonds. Mhm. Les seules personnes qui peuvent donner cadeau d'argent pour mise de fonds ou frais de clôture, c'est soit les parents, Mhm. vos enfants, Mhm. votre partenaire Ouais. et frères et sœurs. C'est tout. Mhm. 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 Donc, tous les autres, oh, mon ami va me donner l'argent et tout, même si l'argent est dans ton compte, on ne peut pas l'utiliser comme mise de fonds. Oh, OK. Ouais. Ouais. OK. Ça, je ne savais pas. Ah ouais. Wow. Donc, la traçabilité de l'argent est très importante Mhm. dans ce domaine pour avoir l'hypothèque, parce que tout est vérifié. OK? Mais si c'est un argent, si c'est l'argent qui était là, ça fait déjà 4 mois et tout, là, on ne peut pas le tracer parce qu'on Mhm. demande, la loi nous exige que 90 jours Mhm. pour vérifier. Donc, aussitôt que l'argent était déjà dans le compte, Mhm. et ça fait plusieurs mois, et si ça ne s'affiche pas comme l'argent entré dans le compte dans les 90 jours passés, Mhm. en ce moment-là, il n'y a pas de question. Oh, OK. 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 OK? Ah, ça c'est quelque chose vraiment que j'apprends. C'est pour ça que je suis très content de partager avec toi comme ça. Ouais, Je vois une question ici relativement à l'hypothèque. On ouais. doit payer, est-ce qu'on doit payer seulement 30 ans ou selon ce qu'on a signé avec la banque? Bon, très bonne question, parce que le 30 ans Mhm. d'amortissement, on parle d'amortissement, Ouais. OK? Il y a des lois, le gouvernement a des lois qu'ils imposent de temps en temps pour réglementer l'économie, dépendant de comment les choses se passent. Mhm. Alors, euh, 30 ans, on pouvait toujours l'avoir auparavant quand vous faites affaire avec une banque, comme on appelle les bill lenders. Mhm. OK? C'est toujours souvent 30 ans d'amortissement pour réduire le paiement mensuel. OK? Et le prêt pendant longtemps, ce qui veut dire que quand le prêt pendant longtemps, en termes de dollars, vous payez plus d'intérêts à long terme. Exact. OK? Mhm. Ouais. Mais le Canada a aussi vu que dans les grandes villes, pour les jeunes, c'était devenu vraiment presque impossible d'acheter une maison. Mhm. Parce que avant, c'était si vous allez avec un A-lender,
avec un bon taux, c'était 25 ans. OK? Alors, ils ont évalué la situation, ils ont dit, pour le premier acheteur, on peut aller jusqu'à 30 ans. C'est juste pour faciliter l'achat, pour qu'il y ait plus de nouveaux acheteurs sur les marchés. Et c'est la raison pour laquelle un nouveau acheteur peut aller jusqu'à 30 ans d'amortissement du coût. OK? Mais 30 ans était plus utilisé avant pour les B-lenders, était plus utilisé pour les renouvellements d'hypothèques, était plus utilisé pour les refinancements d'hypothèques. Et là, si je ne me trompe pas, et je vais peut-être le dire au public, B-lenders, c'est-à-dire les prêteurs de catégorie B, OK, en français. Donc, les prêteurs alternatifs. Prêteurs alternatifs, ce ne sont pas les grandes banques. Non. Les prêteurs A, donc les A-lenders, ce sont les grandes banques que nous connaissons tous. Donc, c'est un peu pour vous permettre, vous qui suivez, qui ne connaissez pas un peu ce milieu-là. Donc, il y a les A-lenders, sont les grosses banques, les B-lenders, qui sont les prêteurs alternatifs. Ouais. Voilà. Et puis, il y a même des prêteurs privés aussi. Ouais, alors, de plus tu vas vers des alternatifs, de plus le taux d'intérêt est plus élevé, le plus de mise de fonds que tu dois mettre parce que le risque aussi est plus élevé. Voilà. Ah oui, voilà. Le risque est élevé parce que les grandes banques t'ont considéré comme un risque, t'ont rejeté. Donc, les autres se disent, si les grandes banques qui ont plus d'argent te refusent de te prendre, c'est que tu représentes un risque. Voilà. Et le risque est identifié. On sait pourquoi tu es rejeté par les grandes banques. On l'évalue. Dès que quelqu'un m'amène son dossier, je l'étudie, je peux déjà te dire, on peut aller soit avec les grandes banques, on peut aller, voilà les options que tu as à cause de ça et ça. Je te donne un exemple. Oui. Quelqu'un qui vient du pays, par exemple, il vient d'arriver, résident permanent, OK, et il a son argent, beaucoup d'argent. Je donne un exemple. Quelqu'un qui a, par exemple, 200 000 $ dans son compte bancaire, mais qui ne travaille pas. OK? Et quelqu'un qui ne travaille pas, mais il a 200 000 $ dans son compte bancaire, il veut acheter une maison, il veut prendre un prêt hypothécaire. OK? Donc, c'est possible. C'est possible d'avoir un prêt, même quand tu ne travailles pas. Mais là, ce n'est pas les grandes banques qui vont accepter. Parce que les grandes banques sont associées avec ce qu'on appelle l'assurance sur l'hypothèque. Tandis que l'assurance sur l'hypothèque, s'ils veulent assurer ton hypothèque, ça doit représenter moins de risques. Exact. Mais là, tu ne travailles pas, ça représente des risques élevés. Alors, il ne peut pas avoir l'assurance sur ton hypothèque. Et maintenant, on doit recourir vers des banques alternatives. OK? En ces moments-là, et je sais déjà, à cause de ces risques-là, quelqu'un qui ne travaille pas, il faut un minimum de mise de fonds de 25 à 35% de mise de fonds. OK? La banque va toujours te financer, alternatif, mais une mise de fonds un peu plus élevée parce que tu représentes des risques parce que tu ne travailles pas. Quand on te demande comment tu vas payer l'hypothèque, tu dis non, moi j'ai mes affaires au pays, j'ai l'argent chaque mois, voici mon compte bancaire. On t'accepte, mais avec un taux d'intérêt un peu plus élevé et une mise de fonds un peu plus élevée. Ah ouais, ça, ce sont les détails. Et Mikabe qui pose encore une question, est-ce facile d'acheter seul, donc ou vivre, ou en couple? Ok, qu'est-ce qui est plus facile? Qu'est-ce qui est mieux quand tu vois un monsieur qui est marié, qui a des enfants? Est-ce que tu vas recommander qu'il fasse son prêt hypothécaire tout seul ou avec son conjoint? Bon, bonne question. Tout dépend, comme je disais, que la qualification d'hypothèque est à 4 piliers. Tout dépend des revenus. Ouais. Si tu fais un dossier tout seul et que tu ne gagnes que seul, tu gagnes 70 000 $ l'année, donc ton pouvoir d'achat va se baser sur tes revenus. Ouais. Peut-être que tu pourras être juste qualifié, puis je donne un exemple banal comme ça, 250 000 $, un prix d'achat. Tandis que si vous êtes à deux, l'autre gagne 70 000, l'autre gagne 70 000, c'est à 140 000 $. Et du coup, vous êtes qualifié à une maison peut-être de 500 000, 600 000 $. Okay. Donc, ça dépend de votre pouvoir d'achat. Le plus il y a des revenus sur le dossier, le plus le montant de qualification. En tenant aussi compte de votre niveau de dette. Parce que tu peux gagner... vous pouvez gagner ensemble 140 000 $ l'année, mais ensemble, vous avez beaucoup de dettes. Donc, malgré que le pouvoir d'achat peut être ici, mais les dettes peuvent aussi diminuer ce pouvoir d'achat. Parce qu'il peut y avoir deux couples. Les deux couples,
140 000, 140 000, mais l'autre couple a beaucoup plus de dettes que l'autre. Donc, l'autre couple, malgré que les deux couples gagnent le même montant, l'autre couple peut être Approuvé. 500 000 et l'autre approuvé à 500 000 et l'autre couple approuvé à 400 000 à cause des niveaux de dette qui est inclus sur le dossier. Mikabe, est-ce que, donc je vois que tu entends ça, c'est-à-dire que si ton conjoint travaille, ça serait mieux, et que sinon, si que toi-même, tu es capable d'assurer tout cela, oui, tu peux, mais sinon, c'est toujours mieux d'avoir son conjoint, si le conjoint travaille, pour augmenter vos chances d'obtenir une qualification pour une maison à un prix plus élevé, bien sûr. Et généralement, nous savons, maison prix élevés dans la plupart des villes, c'est-à-dire c'est toujours mieux qu'une maison qui coûte moins cher. Voilà. Ouais. Donc, et c'est pas seulement avec un conjoint que vous pouvez vous joindre pour l'achat. Ça peut, vous pouvez vous joindre pour l'achat avec vos frères et sœurs, toute une famille, par exemple, 4-5 personnes, c'est possible. Aussitôt qu'on peut bien identifier que c'est une maison qui va être habitée par vous-même, les acheteurs, et pour ceux qui veulent mettre moins de 20% de mise de fonds. Mais aussitôt que si c'est une maison d'investissement, par exemple, que vous vous joignez à 5 pour acheter une maison, vous allez mettre le locataire, là, ce n'est plus une maison qui doit être assurée. Oh! Donc, voilà, là, on peut pas, il n'y a pas d'assurance parce que c'est une maison d'investissement. Et là, maintenant, on revient vers le B-lender et tout pour avoir une hypothèque à minimum de mise de fonds de 20%. Parce que les risques sont plus élevés. Vous avez une maison d'investissement avec des locataires représente beaucoup de risques pour la banque. Ah oui, qu'une maison où vous allez vivre. Oh. Exact. Ah oui, ok. Parce que quand vous allez vivre là-dedans et vous payez l'hypothèque, vous allez prendre soin de votre maison. Oui. Mais quand il s'agit de locataires, on ne sait pas comment ils vont prendre soin de la maison et ce n'est pas une hypothèque qui va être assurée. Ah, tu sais, pendant que tu disais, je regardais, je voyais un triplex là de 750 000 avec 5 personnes. Je me disais, bon, si les 5 pouvaient mettre un 30 000 chacun, donc avoir un... Mais, bonne question par rapport à ça. Un triplex, ça veut dire, pour ceux qui ne savent pas, un triplex, ça veut dire qu'il y a 3 unités dans la même maison. OK? Un triplex veut dire que il y a un seul titre de propriété pour tous les 3 maisons. Oui. Okay? Tandis que il y a des maisons qui sont, chaque maison a son titre de propriété. Mais un triplex, ça veut dire qu'un seul titre de propriété, mais il y a 3 unités. Aussitôt que toi, l'acheteur, tu vas habiter dans une des unités, ça peut être assuré. Wow! Ah, ok. Et en ce moment-là, ce qu'on fait, c'est, parce que là, on parle de revenus. En ce moment-là, ce que je dois faire, c'est que, parce que peut-être ton propre revenu ne va pas te qualifier à 750 000, par exemple. OK? Ce que je fais en ce moment-là, c'est que les 2 autres unités, et il y aura des locataires, et on peut identifier environ combien ces locataires vont payer mensuellement. Et je vais maintenant ajouter 90% de ces montants de locataires vers tes revenus pour faire monter tes revenus et te qualifier à 750 000. Okay. Parce que tu auras des revenus extra qui viennent avec les loyers. Donc, c'est comme ça qu'on joue avec le système pour dire, parce que vous pouvez voir quelqu'un qui a 4 maisons, où vous dites, mais comment il fait parce que il n'a qu'un seul travail. Comment il a été qualifié pour tous les 4 maisons. Et c'est par rapport à ça. Est-ce que les autres maisons sont des maisons d'investissement qui reproduisent des revenus mensuellement et c'est à combien? À ce moment-là, je peux jouer avec les chiffres pour montrer que oui, il y a des revenus autant qui vont arriver. Une grande partie, on ajoute ça vers tes revenus pour pouvoir te qualifier à un montant plus exagéré. Ah oui, c'est ça. Mikabe qui pose encore une autre question. Lui, il est européen. Mikabe est prêt, hein, il faut me contacter après, donc on doit faire ton affaire là. Mikabe, tu as entendu, hein? Il faut contacter Équipé Mortgage et puis prendre rendez-vous.
commencer à parler, arranger les choses. Parce qu'il dit, est-ce qu'un Européen, parent européen comme lui, qui a un fils qui a la résidence permanente ici, peut acheter une maison ici au Canada? Directement, je sais que non, mais au travers peut-être d'autres conseils que toi, tu pourrais donner. Oui, je vais vous donner les infos. Mhm, Donc, dans ces cas-là, auparavant, OK, rentrons d'abord dans l'histoire. mhm. Auparavant, ça fait peut-être au moins des 10 ans passés, Oui. un étranger pouvait venir au Canada, même comme un visiteur, et acheter une maison. Mhm. OK? Ça serait pas avec des grandes banques, ça serait des prêteurs peut-être alternatifs ou des prêteurs privés. OK? C'était pas un problème. Tu achètes ta maison, tu as ton hypothèque, j'en connais. OK? Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu désordre total dans les grands marchés. Mhm. Toronto, Vancouver. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des Chinois, des Indiens Mhm. qui venaient blanchir leur argent au Canada. Disons la vérité. Mhm. OK? Alors, ils venaient blanchir leur argent au Canada parce qu'ils avaient peur de garder leur argent dans des banques en Chine, par exemple. Mhm. OK? Alors, ils viennent avec leur cash, ils achètent des maisons à Toronto et tout. Et c'était des maisons qui étaient juste comme ça assises, il n'y avait même pas de locataires. Mhm. Pourquoi? Ils utilisaient ça juste comme les banques. Mhm. Ils mettent l'argent Mhm. dans une maison. Ils savent que la maison va continuer de prendre la valeur, mais ils n'ont pas vraiment besoin de collectionner Mhm. l'argent des locataires et tout ça. Et il y avait beaucoup de maisons comme ça à Toronto, Vancouver, qui étaient vides. Et ça créait vraiment un désordre parce que ces gens-là achetaient à n'importe quel prix. Mhm. Joël, tu mets ta maison en vente à 600 000 $. Mhm. Il y a 10 acheteurs qui veulent acheter. Le gars, il dit, moi, je veux mettre plus que tout le monde. Je l'achète à 750 000. Mhm. Bidding war. Et ici, la façon dont ça fonctionne, c'est que si mon voisin vend à 750 000, ça veut dire que la valeur de ma maison aussi arrive à 750 000. Mhm. Alors, les prix de marché ont commencé à être exagérés Ouais. dans les milieux comme Toronto, Vancouver. Ouh. Et le gouvernement s'est dit, on arrête cette affaire des acheteurs internationaux. Mhm. OK? Maintenant, les acheteurs internationaux ont arrêté cette affaire, mais ce que beaucoup ne savent pas, même beaucoup qui sont dans mon domaine ne savent pas, c'est que c'est toujours possible d'un acheteur international d'acheter Mhm. une maison au Canada, OK? Mais dans une ville qui a moins de 20 000 personnes. Wow. OK. Il y a ce qu'on appelle un loophole sur le système. Aussitôt que la ville a moins de 20 000 personnes, il y a la possibilité d'acheter. OK? Attends. MIKB, viens dans mon coin ici, il y a moins de 20 000 personnes. Là où j'habite, moins de 20 000 habitants. Voilà. Aussitôt qu'il y a moins de 20 000 habitants, mais tu dois venir d'amour toi-même avec ton visa et tout, et puis tu peux acheter. Beaucoup de professionnels vont te dire non, mais dites-le de contacter leur avocat et de faire cette recherche. Ils vont voir. Beaucoup ne savent pas. OK? Donc, c'est moins de 20 000 personnes, mais les villes de moins de 20 000 personnes, si tu vas acheter, tu vas venir habiter ici ou tu vas mettre les locataires, est-ce que tu vas vraiment en trouver? Tu vois? C'est une façon de juste bloquer les acheteurs internationaux. Maintenant, par rapport à sa question, il pose la question par rapport à s'il y a son enfant qui est ici au Canada avec un PR. Tu vas acheter une maison, mais ça ne serait pas à ton nom. Tu vas acheter la maison au nom de ton enfant. Ouais. Toi, tu vas envoyer le mise de fonds à ton enfant pour acheter. Donc, avec un PR, la personne peut acheter. Si l'enfant travaille, on utilise les revenus, on voit combien est-ce qu'ils peuvent être qualifiés. S'il ne travaille pas, il est à l'école et tout, comme j'ai expliqué auparavant, on va vers des prêteurs alternatifs pour pouvoir, c'est avec un mise de fonds un peu plus exagéré. Mais à ce moment-là, la maison et l'hypothèque n'est pas aux parents. Les parents ont fait une sorte de cadeau pour cet argent de mise de fonds pour que l'enfant puisse que l'enfant puisse acheter cette maison. Mais si l'enfant a des revenus, on peut le qualifier de lui-même avec son propre dossier, avec une mise de fonds qui a été donnée par les parents aussi et aller avec des grandes banques. Je vois Olivera qui pose une question. Et si un des deux dans un couple n'a pas une bonne cote, est-ce que ça impacte le prêt? Oui, comme j'ai expliqué, le code de crédit, vous voyez seulement le code, mais dans le code, il y a des détails. OK? Donc, ça dépend maintenant, qu'est-ce qui fait que ce code-là ne soit pas bon?
Ouais. Vous comprenez? Mhm, Donc, il y a des raisons pour lesquelles peut-être le code n'est pas bon parce que il y a, dans le code des crédits, il y a trois détails. mhm, OK? Si je vais entrer dans ces détails. mhm, Dans le code des crédits, il y a ce qu'on appelle l'historique de paiement. mhm, OK? Je donne l'exemple. Vous avez une carte de crédit de 1000 dollars. Chaque mois, il y a un paiement minimum qu'il faut payer. mhm, OK? Est-ce que vous faites ces paiements-là à temps? mhm, Si vous les faites à temps chaque mois, vous aurez un bon historique de paiement. mhm, Même si vous n'avez pas payé au complet, mais aussitôt que vous faites le minimum à temps, vous aurez un bon historique de paiement. mhm, Mais ça ne suffit pas. L'historique de paiement ne représente que 35% sur le code de crédit. mhm. Maintenant, deuxième des choses, c'est le taux d'utilisation. Parce que si vous avez une carte de crédit de 1000 dollars et que vous utilisez tout le temps 900 dollars, c'est que votre taux d'utilisation est à 90% Mhm. du prêt. Ce qui fait que le taux d'utilisation étant à 90% va baisser votre cote de crédit parce que c'est comme si vous dépendez des dettes pour vivre. Mhm. Mhm. Okay? Et ça représente 30% de votre cote de crédit. Mhm. Le troisième, ce que beaucoup ne savent pas, c'est l'ancienneté de votre crédit. Ça fait combien de temps que vous avez cette dette? Si ça fait que quelques mois que vous avez cette dette, votre cote de crédit va être moins que quelqu'un qui avait ces mêmes dettes-là pendant 2 ans, par exemple. Mhm. Leur cote de crédit sera un peu plus. Ça veut dire que il y a un niveau de confiance est un peu plus long Mhm. que quelqu'un qui vient à peine d'avoir leur crédit. Donc ça, le 3 là, Mhm. 35%, 30%, 30%, et le reste Mhm. dépend maintenant de certains autres éléments sur votre bureau de crédit. Par exemple, est-ce que vous étiez chez 5 banques pour demander des prêts au Mhm. même moment? OK? Chaque fois qu'on check votre bureau de crédit, ça peut baisser votre code de crédit. Mhm. OK? Donc, est-ce que il y a eu faillite, par exemple, dans le passé? Tous ces petits éléments-là peuvent conclure le 5% qui reste. OK. Donc, dire que quelqu'un a un mauvais code de crédit ne dit pas nécessairement toute l'histoire. Parce que Ah. tu peux avoir un code de crédit de 580 aujourd'hui et je regarde ton bureau de crédit, je te dis, fais ça, 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 ça et ça, et le mois prochain, tu as un code de crédit de 700. Wow. Parce que tu as changé ça, tu as changé ça, tu as changé ça. Mhm. Donc, le code de crédit est manipulable dépendant des détails qui est décrit sur l'historique de ton crédit. Mhm. Ah, OK. Maintenant, il y a aussi des autres qui ont vraiment abîmé leur crédit à cause des mauvaises historiques de paiement, Mhm. ce qui fait que le grande banque, OK, demande à ce que tu aies un bon historique de paiement pendant au moins les 2 dernières années. OK. OK? Mhm. Donc, on avait parlé de différentes situations, pourquoi on va vers les grandes banques Mhm. ou on va vers les banques alternatives. L'autre cas, c'est aussi le crédit. Mhm. Donc, tu peux avoir ton mise de fonds, tu peux avoir un bon travail, mais les 2 dernières années, tu as mal géré ton crédit. Ouais. Ce qui fait que le grande banque va dire, même si tu as ton argent, même si tu as un bon travail, nous, on ne va pas t'accepter. Exact. Et on doit aller vers les banques alternatives qui vont exiger au moins 20% de mise de fonds et on sait comment on peut gérer. Ça dépend. Donc, ce qui veut dire que l'hypothèque n'est pas les chaussures qui tient à tout le monde. Mhm. Chacun a ses propres chaussures. Chacun a sa Chacun a pointure. sa pointure, voilà. Mhm. Donc, on doit regarder ta propre pointure et voir qu'est-ce qui est sur ton bureau de crédit, qu'est-ce qui est sur tes revenus et tout ça pour savoir quel est ton pouvoir d'achat à toi. Donc, tu ne peux pas dire que mon ami avait fait ceci, moi aussi, je veux faire cela. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas de cette manière-là. Écoutez, les amis, je vois que nous sommes là. Il y a plus de 30 personnes ici connectées. Et malgré ça, là, nous sommes qu'à 1700 likes. Est-ce que ce que nous sommes en train de partager, est-ce que ça vaut la peine? Si ça vaut la peine, on ne vous demande pas des cadeaux, on vous demande juste tapoter. S'il vous plaît. Tapoter, 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 pour permettre aussi aux autres
immigrants, pour permettre aux autres qui sont arrivés au Canada, moins de 5 ans ou qui sont arrivés depuis longtemps, de venir aussi prendre l'information. Donc, s'il vous plaît, atteignons même un 5 000 avec les 30 000 que vous êtes là dans les commentaires. Ça ferait vraiment une très grande différence. Alors, Ouais. nous comprenons maintenant que la cote de crédit en elle-même, le chiffre tout seul ne dit pas toute l'histoire. Donc, Exact. il faut comprendre maintenant, les amis, l'importance maintenant de toujours parler avec des spécialistes. Parler avec les experts dans le domaine. Personnellement, je ne suis pas courtier. Donc, je ne peux pas vous dire, avec ça va marcher. Non. Et ça, je vais quand même le dire humblement. Chaque fois que quelqu'un vient vers moi pour me poser ce genre de questions, je dis, écoutez, je connais des courtiers en prêt hypothécaire. Voici leur numéro. Parlez avec eux. Ouais. Parlez avec eux. Parce que ces courtiers ont la connaissance, ont la licence, ont le permis d'exercer dans ce domaine-là. Ouais. De vous donner des conseils pour pouvoir accéder à ce rêve que vous avez. Vous voyez, donc n'hésitez pas, les amis, à vous abonner à la page Équipé Mortgage de notre frère Jean Kabongo. Abonnez-vous. Et tu sais, j'ai vu une de tes publications, là, je regardais, Ouais. j'ai même sauvegardé ça, j'ai dit, waouh, ça, c'est très important. Là où tu avais fait avec Nicole, Oui. les calculs là, Oui. une maison de 499 900 Oui. à Ottawa, et donc minimum 30 ans, et down payment de 24 000, et puis 10%, et puis 15%, et puis 30%. Et là, ça m'a frappé. Oui. Mortgage insurance, 0. Explique-nous un peu. Voilà. C'est en fait ce que j'expliquais avant en termes d'assurance. Mhm. Ouais. Si je peux expliquer ça très facilement, ça veut dire Mhm. quoi? Chaque fois, au Canada, aux États-Unis et tout, il y a ce qu'on appelle mortgage insurance, l'assurance sur l'hypothèque. Mhm. Ok, ce qui veut dire que c'est ce qui protège la banque, pas l'individu, pas l'acheteur. Mhm. Ok? Donc, le prêt que la banque vous donne est assuré par l'assureur. Mhm. Ok? Maintenant, l'assureur l'assure de prêts qui sont avec une mise de fonds de moins de 20%. Mhm. Quand si tu regardes sur ce document-là, tu verras que dès que tu arrives à 20%, Mhm. mortgage insurance, 0. Mhm. Assurance sur l'hypothèque, 0. Ça veut dire que quand tu mets une mise de fonds de 20% ou plus, tu ne payes pas l'assurance sur l'hypothèque. Mais qu'est-ce qu'est l'assurance sur l'hypothèque? Mhm. Ça veut dire que, Mhm. je donne des calculs simples. Ok? Tu achètes une maison de 400 000 $. Mhm. Et tu veux mettre une mise de fonds de 5%. Okay? 20 000 $ de mise de fonds. Mhm. Calcul simple. Tu t'es dit, la maison est à 400 000, je mets 20 000, ça veut dire que la banque va me financer à 380 000 $. Mhm. N'est-ce pas? C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Mhm. Mais parce que tu es en train de mettre, parce que tu es là en train de mettre moins de 20%, il y a l'assurance sur l'hypothèque que tu dois payer. Mhm. Et cette assurance sur l'hypothèque, malgré que ça protège la banque, mais c'est toi qui le payes. Ah oui. C'est toi qui le Mhm. payes. Mhm. Alors, ça peut tomber, je donne un exemple, Anna, ça peut tomber par exemple à 15 000 $. Mhm. Et les 15 000 $, ce n'est pas du coût que tu les donnes, c'est ajouté sur le prêt pendant les 30 ans d'amortissement. Mhm. Alors, ta dette ne va pas être 380 000 $, ta dette va peut-être rentrer à 395 000 $, Mhm. Mhm. malgré que tu as mis 20 000 $. Mhm. Tu vois, c'est là qu'il y a l'assurance sur l'hypothèque. Mhm. Mais, je dis toujours à mes clients, n'ayez pas peur, parce que 15 000 $, si tu les mets pendant 30 ans, c'est peut-être une affaire de moins de 100 $ le mois Mhm. de paiement. Donc, ton paiement va juste augmenter comme de moins de 100 $, ou peut-être 100 $ le mois. Mhm. Mais, sachant que ton prêt est assuré.
Et quand ton prêt est assuré, c'est un prêt qui a beaucoup de confiance, si je peux dire. Ouais. OK? Parce que la banque, sachant que même si tu n'es plus capable de payer, tu abandonnes la maison, l'assurance va les payer. Voilà. Et quand il s'agit de prêts qui sont assurés, leur taux d'intérêt est moins qu'un prêt qui n'est pas assuré. Waouh. Donc, quand tu mets 5%, tu auras un meilleur taux d'intérêt que quelqu'un qui met 20%. Wow. Oui. OK. Ah oui, parce que Parce qu'à 20%, il n'y a pas d'assurance. Il n'y a pas d'assurance. Wow. Malgré que toi, tu dis que je mets 20%, ça représente au moins des risques, mais la banque dit que malgré que tu mets 20%, nous, on finance quand même 80%, et il n'y a pas d'assurance, c'est plus des risques. Oui. Oh, OK. Ah, tu vois, c'est pour ça, c'est vraiment très important d'avoir ce genre de conversation, comprendre, avec un spécialiste comme toi, comprendre ces choses et bien se préparer. Et les amis, Olivera, je comprends pas très bien ta question. C'est très important, Olivera. Si, Olivera, tu es au Canada, c'est très important de contacter Jean au travers son compte TikTok. Et là, si tu vas sur son profil, tu vas voir toutes ces informations, son numéro de téléphone, son adresse email, tu le contactes et vous allez discuter de certains détails. Donc là, nous essayons de parler des choses pour permettre à ceux qui veulent se lancer à faire ça. OK. Non, Oliver. Je pense qu'Olivera parle de primes. OK. Parle de primes. Oui. Ouais, les primes, je peux expliquer qu'est-ce que c'est. OK. Que je dis. Ouais. Et donc, le prime, c'est quoi? Et là, on parle des taux d'intérêt. OK? Il y a des différents types de taux d'intérêt. Et il y a ce qu'on appelle le taux fixe et il y a ce qu'on appelle le taux variable. OK? Au Canada. Alors, c'est vraiment très différent. Malgré que beaucoup de gens pensent que c'est vraiment similaire, c'est différent, c'est très différent. Les taux fixes et si je peux dire, ce qui pousse le changement des taux fixes, c'est ce qu'on appelle le bonds, le bon. Okay? Le trésor. Les trésors, voilà. C'est les bons qui manipulent le taux fixe. Quand le taux du bon monte, les taux fixes aussi augmentent. OK? Donc, si tu regardes présentement le taux des bons, tu verras que chaque semaine ici, ça monte. Et qu'est-ce qui fait que ça monte? C'est la guerre en Iran. Le pétrole. C'est ce qui fait que le taux fixe, le bon est en train de monter. Et le taux fixe aussi est en train de suivre. Okay? Alors, le taux fixe, quand tu as un taux fixe, disons par exemple, tu as un prêt de 30 ans, mais à chaque 5 ans, il y a un terme. Okay? Le terme de 5 ans. Sur ces termes de 5 ans, ça veut dire que le taux que tu as aujourd'hui, le taux fixe, c'est pour les 5 dernières années. Ce serait le même taux, tu vas payer les mêmes paiements chaque mois. OK? Mais tandis que le taux variable n'est pas conduit par les banques. Le taux variable est conduit par la Banque du Canada. OK. Et c'est que la Banque du Canada fixe ce qu'on appelle le prime. Okay? En anglais, on dit prime. Okay? La Banque du Canada fixe le prime. Et c'est pour ça, 8 fois l'année, la Banque du Canada fait une annonce pour dire soit ils vont garder le prime le même, soit ils vont augmenter, ou soit ils vont le baisser. Tout ça, c'est par rapport à l'économie. Comment les choses fonctionnent. Ouais. Et dans le monde économique du pays. OK? Alors, ces derniers temps, ils sont en train de garder les mêmes primes. Ce qui veut dire, quelqu'un qui est dans un taux variable, si le taux variable augmente, ton paiement mensuel augmente. Si le taux est le même, ton paiement mensuel reste le même. Si le taux diminue, ton paiement mensuel aussi diminue. Donc, les deux sont très différents et tout dépend du marché. Parce que quelqu'un peut poser la question, qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend du marché. Il y a des moments où les taux variables, présentement, les taux variables est moins que les taux fixes. Mais il y avait des moments où les taux fixes aussi étaient moins que les taux variables. Surtout il y a 2-3 ans là où il y a beaucoup d'amis qui ont pleuré.
qui était sur le variable. Aïe, 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 c'était dur. Oui, mais parce que le Canada doit, la Banque du Canada a l'obligation de gérer l'économie. Mhm, OK? S'il y a inflation, vous allez voir qu'ils vont manipuler les taux. mhm, Et quand ils manipulent les taux, ça affecte beaucoup de gens qui ont un taux variable. mhm. Ouais. Donc, vous pouvez être dans un taux de 3%, du coup, vous êtes à 5%, et tu payes une hypothèque de 1 500 $ le mois, du coup, tu peux arriver jusqu'à 2 500 le mois, et c'est pas facile. C'est OK? pas facile. Mhm, Donc, ça dépend. C'est les risques qu'on prend quand on prend un taux variable. mhm. Mais des fois aussi, quand le taux variable est moins présentement, quelqu'un n'est pas peut-être approuvé avec un taux fixe parce que c'est plus élevé, mais il est approuvé avec un taux variable qui est moins Mhm. parce que le paiement mensuel va être moins et sa capacité d'emprunter peut passer. Donc, il y a tout ça, il y a beaucoup de détails par rapport à ça. Donc, voilà, c'est pour ça que, comme tu l'as dit, c'est toujours mieux de contacter un professionnel que d'aller sur la route, en route, si je peux dire, Sur la place publique. place publique pour avoir l'information par rapport à qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe, parce que l'information dans l'hypothèque, dans notre monde, ça change tout le temps. Mhm. Ouais. J'ai une question ici de mon jeune frère qui dit quelle stratégie prendre pour ne pas perdre une maison quand on n'est plus en mesure de payer suite à une perte d'emploi ou une maladie? Très bonne question. Chaque fois que je finis une hypothèque pour un client, je demande toujours à mon client, est-ce que tu as une assurance vie? Okay? Parce que là, tu es en train d'embarquer dans un prêt qui est très élevé. Quand tu prends un prêt de 400 000 $, OK, tu dois avoir l'assurance qui va te protéger en cas d'urgence. En cas le premier cas, c'est un cas de décès, par exemple. Ouais. Tu as une maison, tu as pris un prêt de 400 000 $, tu as ta famille, et on ne le souhaite pas, Dieu te prend. OK? Qu'est-ce qui va se passer? Si tu as l'assurance vie, je donne un exemple, tu as pris un prêt de 400 000 $, mais tu as une assurance vie de 500 000 $. L'assurance vie a l'obligation de payer tes dettes et l'hypothèque vient toujours en premier. Si tu es resté 400 000 $ sur l'hypothèque, l'assurance vie va payer tous les 400 000 $ et la maison va être payée au complet. Wow. Ouh, Et ta famille reste avec, ta famille va rester avec la maison qui est payée au complet. Maintenant, l'assurance, je vois quelqu'un qui parle d'assurance sur l'hypothèque. Je vais toucher sur ça. Merci. Il y a des différents types d'assurance. Alors, l'assurance vie et l'assurance d'hypothèque. Avant, je parlais d'assurance sur l'hypothèque qui protège la banque. Mais il y a aussi ce qu'on appelle l'assurance hypothécaire. Okay? L'assurance hypothécaire, c'est pratiquement comme l'assurance vie. Okay? L'assurance vie, la seule différence, c'est que l'assurance vie, si tu avais l'assurance vie de 500 000 $ et que ton prêt hypothécaire est à 400 000 $, l'assurance paye les 400 000 $ et il reste 100 000 $ qui va aller vers tes héritiers. Tandis que l'assurance hypothécaire que tu peux prendre, pas l'assurance sur l'hypothèque, pas le premier qui paye la banque. Le deuxième, celui-là n'est que l'assurance sur le montant d'hypothèque. OK. OK? Donc, si l'hypothèque est à 400 000 $, ça n'assure que les 400 000 $. Si cette hypothèque-là, en payant pendant des années, revient, par exemple, à 350 000 qui reste, ça n'assure que le 350 000 qui reste. Tandis que l'assurance vie est sur les montants complets de ton assurance vie pour toutes tes dettes. OK? Qu'est-ce qui est mieux? Ça dépend. Ça dépend. Okay? Il y a des clients que je trouve, par exemple, qui a déjà son assurance vie, OK? Disons, je donne un exemple de 250 000 $, et maintenant, il veut prendre une hypothèque, il dit, je veux que l'assurance d'hypothèque soit séparée de mon assurance vie.
Et il prend seulement l'assurance sur l'hypothèque, qui protège la dette d'hypothèque, et le reste, il garde seulement comme assurance vie. Il y a aussi d'autres qui disent, non, au lieu que j'aille 2 assurances, j'ai déjà 250 000, je prends une hypothèque de 400 000, je vais augmenter mon assurance vie de 250 à 750, par exemple. Sachant que s'il y a décès, ça va couvrir mes dettes et aussi avoir quelque chose qui va rester pour ma famille. OK? Maintenant, pour répondre à la question de notre monsieur, et en cas de maladie, là maintenant, il y a ce qu'on appelle, sur l'assurance que nous offrons, il y a pas seulement l'assurance vie, mais il y a aussi l'assurance en cas d'invalidité. OK? Que tu ne peux pas travailler parce que tu as eu, par exemple, un accident. OK? En ce moment-là, l'assureur va faire le paiement mensuel de ton hypothèque. OK? L'assureur va faire le paiement mensuel de ton hypothèque. Et il y a aussi un autre assurance et un autre produit sur l'assurance qui parle de l'assurance en cas de maladie grave. OK. Donc, si tu as maladie grave, tu feras plus travailler dans ta vie. Ils vont payer ton hypothèque au complet. OK. OK? Donc, c'est là la différence entre les différentes assurances par rapport à... et j'encourage toujours, il faut protéger les prêts. Il faut toujours protéger les prêts. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui peut se passer demain. Il y a des gens qui disent, non, pourquoi je dois encore payer l'assurance? Non, écoute, il ne faut pas être têtu. Paye l'assurance. Paye l'assurance. Ouais. Ah oui. Mais quelqu'un qui n'avait pas une assurance et qui perd son travail, est-ce qu'il y a une stratégie pour... Quand tu perds ton travail, c'est l'invalidité. C'est l'invalidité. Si tu perds, tu dois avoir l'assurance d'invalidité. Si tu perds ton travail, tu n'as pas l'assurance d'invalidité. Écoute, on vit dans un monde capitaliste. Personne n'aura pitié de toi. Personne n'aura pitié de toi. Ici, on ne vit pas, non, écoute, mais tu vois, non. Oh, il est père de famille, tout ça. Non, il est père de famille, et c'est pas leur affaire. Pas leur affaire. Money is money here. C'est comme ça. C'est un monde comme ça. Donc, c'était ton irresponsabilité de ne pas avoir l'assurance. Ça, c'est ta faute. Tu perds ton travail, tu dois faire tes paiements. Tu ne fais pas tes paiements, après quelques mois, ils viennent, ils retirent la maison, ils les revendent. Ils les revendent. Et là, c'est la pire tâche de crédit que tu puisses avoir. Exact. Oui, tu es forcé de vendre la maison. Et quand il y a un force sale comme ça, là, tout le monde sait que cette maison-là est vendue parce que tu ne peux pas payer et ils vont te donner des prix là très bas. Très bas. Voilà. Donc, parce que tu n'as pas le choix, quoi. Exactement. Ouais. Alors, Kazumba 01 qui demande assurance hypothécaire est obligatoire à quel moment? OK, mais là on parle de l'assurance sur l'hypothèque ou l'assurance hypothécaire? L'assurance hypothécaire. L'assurance hypothécaire n'est pas obligatoire. Mais c'est recommandé, comme je disais. Mais ce n'est pas obligatoire. Je viens de faire une fermeture. Les clients ils disent non, je ne veux pas prendre l'assurance. Pas de problème. Signe ici que tu ne vas pas prendre l'assurance. Mais en cas de problème, c'est ta responsabilité. Donc, l'assurance hypothécaire n'est pas exigée, mais c'est recommandé. Mais l'assurance hypothécaire sur l'hypothèque, celui-là, si tu mets moins de 5%, moins de 20% comme mise de fonds, obligatoire. Obligatoire. Ouais, quand la mise de fonds est c'est moins de 20%, l'assurance sur l'hypothèque est obligatoire. Ouais. Donc, Kazumba, il y a l'assurance sur l'hypothèque et l'assurance hypothécaire. C'est deux produits différents. Voilà. L'un protège la banque, l'autre te protège. Voilà. OK. Sue Adeline, l'assurance hypothécaire nous couvre à quel moment? Donc, l'assurance, quand je disais l'assurance hypothécaire, il y a 3 différents assurances là-dedans. Il y a l'assurance hypothécaire qui est l'assurance en cas de décès. Il y a l'assurance d'invalidité
Mhm. En cas de, tu as perdu ton travail, tu es malade, à court terme, l'invalidité, ça va te couvrir. Mhm. Et il y a aussi l'assurance sur des maladies graves. Maladie Donc, grave. tu ne peux jamais travailler dans ta vie et tout. Donc, Mhm. ça te couvre pendant tous ces moments-là. Ah, Donc, mais quand on parle des maladies, que je viens de dire, maladie, ça doit être des maladies comme l'invalidité à court terme. OK? yeah. Donc, une maladie que ton docteur dit que tu ne peux pas travailler pendant les 2 mois qui suivent. Mhm. Donc, tu vas contacter ton assurance, tu Mhm. leur donnes le document, tu le prouves que voici ce que le docteur a dit et après un moment donné, ils vont commencer à faire des paiements mensuels pendant ce temps-là pour toi. Ouais, c'est ça. Ah, il y avait une question ici qu'on a sauté, que j'ai revue. Euh, ok, c'était de Papy qui parlait de savoir comment protéger son bien immobilier en cas de divorce. Bonne question. Euh, Très bonne question. Parce que c'est pas tout le temps qu'on reçoit ce type de questions. C'est pour ça Mhm. que je ris, mais il y a des situations. Ouais, OK? ça arrive. Et c'est très important de savoir quelles sont vos responsabilités. OK? Mhm. D'abord, il faut savoir que quand vous prenez l'hypothèque, même si vous êtes en couple, mais l'un, par exemple, quand on disait que l'autre, le crédit n'est pas bon, par exemple, on va l'écarter de l'hypothèque Mhm. et l'hypothèque est prise sur, par exemple, l'homme, OK? Mhm. Euh, Même si l'hypothèque est seulement sur votre nom et que le titre de propriété n'est que sur votre nom, au Canada, aussitôt que vous êtes marié, c'est un bien commun. Bien commun. Ça veut dire que même si cette maison est sur votre nom, vous ne pouvez même pas les vendre sans l'autorisation de l'autre. Parce que vous êtes marié. Et c'est un bien commun. Ah. Donc, ceux qui sont, ils peuvent, et ceux qui pensent pas à ça, soit vous restez célibataire et vous vivez seul. Mais c'est pas donné à tout le monde de vivre célibataire, malheureusement. C'est un bien commun. Mhm. Alors, en cas de divorce, ce qui se passe souvent, c'est que il faut avoir une entente de divorce. OK? On se base sur l'entente de divorce que votre avocat vous fait signer et on regarde quelles sont les clauses sur cette entente. Il y a des couples qui se disent, bon, écoute, là, toi, tu vas garder la maison et moi, je vais partir. Aussitôt que c'est dans cette entente, comme toi, tu vas garder la maison, tu dois maintenant avoir ton propre hypothèque. Mhm. OK? Maintenant, on doit te qualifier avec ton propre hypothèque. C'est comme s'il est en train de te vendre la maison. OK? Mhm. Et on doit te qualifier avec ton propre hypothèque. Il y a des couples qui se disent, non, on va vendre la maison et on va partager cet argent, Mhm. par exemple. Donc, tout dépend de l'entente qui est sur les documents de divorce Mhm. avec l'avocat. Ah oui. Ah Ouais. oui. Et ce document-là est très important parce que je vous donne un exemple. J'ai déjà été contacté, une dame divorcée Mhm. qui va acheter une maison. Dans ces cas ici, il n'y a pas encore de maison qui a été achetée. Mhm. OK? Elle va acheter une maison. Il me dit, je demande, c'est quoi ton statut? Mhm. Elle dit, non, je suis divorcé. Mhm. Automatiquement, je la demande, j'ai besoin des documents de divorce Mhm. de votre avocat. Mhm. Elle me dit, mais pourquoi? Ouais. Je dis, parce que, aussitôt que la banque sait que tu es divorcé, Mhm. le premier document qu'ils veulent voir, c'est les documents du divorce. Mhm. Parce que, sachant que la banque prend des risques sur vous et ne sait pas Mhm. si vous êtes coincé dans une situation financière. Mhm. Parce que quand vous devez payer l'autre, par Ok. exemple, OK, mensuellement, comment on appelle ça? En anglais, on dit Allez, Moniz. voilà. OK? Mhm. Quand tu dois payer l'autre, ça ne s'affiche pas sur ton bureau de crédit. Non. Et comment nous allons savoir? Mhm. C'est le document de divorce qui va nous dire quelles sont les clauses de votre divorce. Mhm. Et si tu fais un paiement mensuel à l'autre, Mhm. je dois l'ajouter comme dette Oui. sur tes dettes. Et voilà. Ça. Donc c'est comme ça, c'est compliqué. Mhm. Donc ne vous divorcez pas. Non, exact. Exact.
Autant que possible, ne divorcez pas. Autant Voilà. que possible. Autant que c'est Très safe. Autant qu'il n'y a pas de danger de mort ou quoi, ne Ouais. divorcez pas. Ouais. Alors, il y avait une question ici que j'avais oubliée venant de Banquier. Banquier, lui, il est en Europe, en France, si je ne me Ouais. trompe pas. Il dit, quel est l'âge maximal pour avoir un prêt hypothécaire au Canada? 18 ans, minimum. L'âge. Non, maximum. Oh, l'âge maximum, Oui, oui, il n'y en a pas. il n'y a pas. Ah. Donc, les banquiers, même à 70 ans, tu peux venir prendre l'hypothèque tant Ouais. que tu remplis toutes les conditions. Voilà, pour toucher à ça, Mhm, OK? Il y a des cas des clients qui ne travaillent pas, mhm. mais qui ils reçoivent la pension. Et la pension peut être utilisée comme revenu pour être qualifié pour l'hypothèque. OK. Pas seulement la pension, l'allocation familiale peut être utilisée comme revenu. Mhm. OK. Mhm. Waouh, 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 waouh. Et on a une autre question de Kazumba qui dit, après combien d'années peut-on acheter une deuxième propriété? Tout de suite, si vous êtes qualifié. Mhm. Ouais. Voilà. Kazumba. Donc, si vous êtes qualifié, tout de suite. Ouais, 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 ouais. Ouais. Donc, si vous êtes qualifié, tout de suite, vous pouvez acheter une deuxième maison. Et il y a plusieurs clients comme ça qui achètent plusieurs maisons, dépendant de leur niveau de qualification. Il y a même des moments où je fais ce qu'on appelle le double deal. Donc, ça veut dire que, pour vous expliquer, comment est-ce que les gens deviennent riches avec l'immobilier. OK? Je vais vous expliquer. Ceux qui sont là, ceux qui habitent au Canada, aux États-Unis, ça c'est pour vous. Ouvrez bien vos oreilles. Ouvrez vos Ouvrez vos oreilles et ne vous laissez pas donc effacer un peu tout ce qu'on vous a dit sur l'hypothèque et tout ça. Écoutez, Voilà. écoutez. Vas-y. C'est simple comme stratégie, mais ça demande beaucoup de discipline. OK? Tu arrives à acheter ta première maison. Tu l'achètes à, je donne un exemple, 400 000 $. Tu l'achètes à 400 000 $. Après 5 ans, je donne un exemple. Après 5 ans, dépendant de là où cette maison est, cette maison peut prendre beaucoup de valeur. OK? Disons par exemple que cette maison est arrivée à valeur de 600 000 $. OK? Aidez-moi ici avec les chiffres. La maison est à valeur de 600 000 $ après 5 ans. Donc 200 000 de plus. Ouais, mais le prêt que vous avez eu de 400 000 au début, après 5 ans, c'est prêt à diminuer. N'est plus à 400 000 $. Disons que c'est maintenant à 300 000 $ qui vous reste de prêt. Mais la maison a une valeur de 600 000. Entre 600 000 et 300 000, il y a un 300 000 encore. C'est ce qu'on appelle équité. Équité, OK? Sur cette équité, ça veut dire que la façon facile à comprendre de l'équité, ça veut dire que si vous vendez cette maison aujourd'hui, maintenant, après 5 ans, vous les vendez à 600 000, vous prenez 300 000, vous prépayez la dette qui reste, vous gardez 300 000 dans votre poche. Hey! Attends. Quel loyer que tu as payé après 5 ans comme ça peut te donner un 300 000? Voilà, comme exemple. Mais voilà ce que les riches font. Les riches ne vendent pas. Riches, quand je parle des riches en mentalité. OK? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on appelle les refinancements. Alors, on va aller à la banque. Je dis que mon prêt, il reste 300 000. Mais ma maison vaut 600 000. Je vais refinancer mon prêt. OK? La banque, on peut refinancer jusqu'à 80% de la valeur de la maison. Donc, si tu peux m'aider, 80% de 600 000, on est à combien? 80% de 600 000. Ouais. OK, je vais faire ce calcul. OK, 600 000. Donc, 3, on est à combien? 540 000. 480 000. 480, OK. Oui. Voilà. 500, quelqu'un dit 540, 580, 80% de 600 000. C'est pas 580. C'est 480. C'est 480. Ouais, c'est pas aussi 540. Ouais. Voilà. 80 ça veut dire qu'on peut aller refinancer à 480. Mais la dette, il reste combien? 300 000. 300 000. Donc,
Si on va refinancer à 480, ça veut dire qu'on commence un nouveau prêt à 480. OK? Ce qui veut dire sur les 480, on va repayer les 300 000. OK? Parce que l'ancien prêt va tomber, les 300 000. On a un nouveau prêt de 480. On repaye les 300 000. Il nous reste combien en main? 180. 180 000 $ cash. Wow! J'ai toujours la même maison, mais je l'ai refinancée. Parce que la valeur de ma maison est plus élevée. Mais je ne l'ai pas refinancé à 100% parce que c'est impossible. La banque m'autorise de le refinancer à maximum 80%. Alors là, j'ai 180 000 $ en poche. Qu'est-ce que je fais avec? Je prends cet argent et je pars acheter une deuxième maison. Je mets un mise de fonds sur une deuxième maison. Ou même, je peux repayer, même si j'avais accumulé des dettes pendant les 5 dernières années, je prends un peu d'argent, je repaye cette dette, je mets un mise de fonds d'une deuxième maison. Et quand je mets mise de fonds d'une deuxième maison, pour vous dire même une meilleure stratégie que les gens font, c'est quoi? Quand on parle de mise de fonds de 5%, ce n'est pas par rapport à quand ta première maison, c'est que les gens confondent. Ils pensent que c'est parce que tu es premier acheteur que tu mets 5% de mise de fonds. Faux. Tu peux mettre 5% dans une deuxième maison aussitôt que tu vas habiter dans la deuxième maison. Donc, le mise de fonds de 5% est basé sur l'occupation, si le propriétaire va occuper la maison ou pas. N'est pas basé sur est-ce que c'est ta deuxième maison ou troisième maison. Donc, ce que tu vas faire, on vient de refinancer. On va maintenant mettre les locataires dans la première maison et on va aller acheter une deuxième maison où on va déménager et habiter dans cette deuxième maison. On achète une deuxième maison, disons que la deuxième maison, on achète encore à 400 000. On n'a qu'à mettre 5% de mise de fonds dans cette maison. Les 5% encore représentent encore 20 000 $ seulement. Et souvenez-toi, on a 180 000 $ en main. 180 000. Donc, je peux acheter plusieurs maisons et en mettre d'autres. Je peux mettre 20% pour mettre le locataire. L'autre, je peux y habiter et mettre 5%. Tout ça, tu as maintenant un portfolio que tu avais commencé avec une maison. Tu as maintenant un portfolio de 2, 3, 4 maisons. Mais tu n'as qu'un seul travail. Mais c'est ta première maison qui a fait de sorte que tu puisses avoir plus. Ce qui veut dire que quand il faut acheter l'immobilier, il faut l'acheter le plus vite que possible. Pour que demain ou après-demain, ça puisse prendre de la valeur. Et cette valeur ajoutée que tu peux sortir pour encore t'acheter encore plusieurs maisons. Kazumba, tu as vu, hein? C'est possible. C'est possible, c'est possible, c'est possible. Donc, quand les gens se disent que c'est pas possible d'avoir des maisons au Canada, non, tu sais, en tout cas, j'en parlais avec toi, ça m'encourage de plus en plus de voir que comme ça confirme ce que quelqu'un avait dit. Il a dit, nous sommes individuellement la moyenne des gens qui nous entourent. Voilà. Si vous êtes entouré de personnes qui ne pensent que petit, des gens qui ne voient que des obstacles, excusez-moi de vous le dire, vous n'irez pas loin. Voilà. Vous n'irez pas loin. Il faut vous entourer avec des gens comme notre frère ici, Jean Kabogo, qui vous fait voir des opportunités parce que beaucoup ici dépensent, ils prennent 10 000, 20 000 $ comme ça pour aller faire quelque chose au Congo, alors que c'est 20 000 $, ils pouvaient mettre ça dans une maison et 5 ans après, acheter une deuxième maison. Oui, effectivement. Voilà. Et l'erreur que beaucoup font, c'est qu'ils prennent ces 20 000 $ dans leur ligne de crédit. Bravo, bravo Kazumba, bravo, 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 bravo pour cela. Comme tu peux le voir, Kazumba, ce n'est pas impossible et encourage les gens. Encourage les gens. Bon, il y en a qui vont peut-être dire que tu es vantard, tu es orgueilleux, mais quand tu vois des gens commencent à dire que tu es vantard, tu es orgueilleux, donc ce n'est plus ton milieu. Voilà. Excuse-moi de te dire. Quand les gens vont dire que tu es vantard, de dire que tu possèdes une maison, il faut fuir ces gens-là. Il ne faut pas les fréquenter parce que nous vivons dans une époque où, comme ça, à cause de la jalousie, on peut te faire du mal. Il faut fuir ces gens-là.
Viens Exact. avec des gens qui regardent, qui te disent, Kazumba, tu peux multiplier tes avoirs au Canada. Sois avec des gens comme ça. Voilà. Alors, il a une question, comment récupérer sa mise de fonds? Est-ce qu'on peut récupérer une mise de fonds? Tu peux pas récupérer mes fonds, mais tu peux refinancer, comme on vient de dire. Voilà. Dépendant de la valeur de la maison. Tout dépend de la valeur de la maison. Et une chose d'abord, pour expliquer la valeur de la maison. La valeur de la maison, d'abord, ça dépend du marché. Okay? Parce que tu peux avoir ça dépend du marché. Il y a un moment donné où c'était vraiment un grand boom. Hein? Les gens qui ont acheté à 300 000, du coup, les maisons sont arrivées à, comme j'avais expliqué auparavant, hein? Les maisons de 300 000 là, est arrivée à 500 000, 600 000, 700 000. Hein? Ça dépend du marché. Et du coup, ces gens-là pouvaient facilement refinancer et récupérer le fonds, ok, pour faire autre chose. Mais il y a des moments aussi, comme nous vivons maintenant là, en Ontario spécifiquement, c'est que les maisons ont baissé les prix, les valeurs. Les valeurs ont baissé. Pourquoi? Pourquoi les valeurs ont baissé? Il y a cet effet d'immigration qui a fait que les valeurs en Ontario ont baissé. Le Canada, à l'époque, recevait beaucoup des étudiants internationaux. Spécifiquement, si je peux toucher la ville de Brampton, Ontario. OK? Et c'est nos frères indiens. OK? Encore, je vais toucher sur eux parce que, désolé, mais ils ont vraiment commis beaucoup d'erreurs. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils achetaient une maison, je donne un exemple, à 700 000 $, ils mettent mise de fonds de 5%, et ils aménagent le sous-sol, plusieurs chambres. Du coup, dans une même maison, il y a 10 étudiants internationaux qui louent. Et chaque étudiant peut être payé $1 000 le mois. Du coup, tu as 10 étudiants, tu as $10 000 chaque mois. Peut-être ton hypothèque, comme ils ont pris des hypothèques un peu élevées, peut-être $5 000 le mois, et l'autre 5 000, il met dans sa poche. Et tellement qu'il y avait tellement des étudiants internationaux, c'était un business, un grand business. Et les maisons augmentaient des valeurs parce qu'il y avait tout le monde qui voulait le faire et il y avait beaucoup des acheteurs sur les marchés. Quand il y a beaucoup des acheteurs, les prix augmentent. Alors, avec la politique d'immigration qui vient de changer l'année passée, en 2025, ces mêmes gens-là se retrouvent que les 10 étudiants qui louaient, pouf, partis. Ce qui veut dire que tu restes seul à payer les $5 000 le mois d'hypothèque. Et après quelques mois, tu n'es pas en mesure de les payer. La banque vient cogner la porte pour dire, qu'est-ce qui se passe? Non, je ne suis pas capable de payer. On te force de vendre la maison. Quand on te force de vendre la maison, tu le vends à moins cher. Ça veut dire maintenant que quand tu as vendu à moins cher, ça veut dire que la maison de ton voisin aussi coûte moins cher. Et comme ça que ça commence à faire, l'autre a vendu à une maison qui avait la valeur de 1,5 million l'année passée. Du coup, cette maison vient d'être vendue à 1,2. Et un peu, jusqu'à les gens arrivent à 900 000, 800 000. Ça perd la valeur comme ça. Donc, il y a beaucoup des effets qui font que la maison peut prendre la valeur ou peut perdre la valeur. Donc, les dangers maintenant des refinancements, c'est qu'il ne faut pas aller au maximum des refinancements. L'exemple que j'avais donné, on est allé au maximum des 80%. Mais on n'a pas besoin de 180 000 $ en main. Si tu n'as besoin que de 50 000 $ en main, refinance avec juste un 50 000 $ de plus. Au lieu de refinancer à 480, on va refinancer à 350. Pour te laisser cette marge-là, pour te dire, oui, aujourd'hui, ma maison peut avoir la valeur de 600 000, mais demain, elle peut avoir la valeur de 450 000. Alors, tu ne veux pas rester dans une hypothèque de 480 000 et la maison perd la valeur. Non. Donc, tout ça, ce sont non seulement on va avec les chiffres, mais on conseille aussi. Voilà. Miché qui demande, bon, ça, c'est une question. Mich, on y a peut-être déjà répondu. Il demande combien il faut avoir dans son compte pour être éligible. Il n'y a pas seulement l'argent dans le compte, il y a plusieurs autres facteurs. Et là, Mich, je te recommanderais de contacter Équipé Mortgage, Jean Kabongoké ici. Contacte-le.
va sur son profil, tu vas voir son numéro de téléphone, son adresse mail, tu pourras le contacter et voir, il va regarder ton dossier et te dire à quoi tu es qualifié. Alors, Voilà. Papy qui demande quel est le revenu, est-ce que le revenu d'un Canadien travaillant au Congo est accepté par les banques au Canada? Un Canadien travaillant au Congo, Oui. les grandes banques ne vont pas l'accepter. OK. Déjà, c'est un grand nom. Mhm. Les banques alternatives peuvent accepter avec une mise de fonds un peu plus élevée. Mhm. Minimum 20 à 35% de mise de fonds. Mhm. Parce que c'est des risques. Et il faut savoir que les banques ne sont pas bêtes. Ils savent que, même si ce n'est pas votre situation, ils savent que s'ils vont sur Internet, dépendant de ton pays, ils peuvent voir qu'il y a beaucoup de magouilles dans ces pays. Mhm. Beaucoup de blanchissement d'argent, beaucoup de détournements. Mhm. Ok. Alors, ils peuvent pas essayer de se mêler dans une hypothèque qui est assurée avec des choses qui sont floues. Ok. 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 Comme au pays, ils peuvent te faire des documents pour dire que tu travailles, tu gagnes autant, mais est-ce que c'est Réellement, ça. réellement ça? Tu Mhm. vois? Et c'est la raison pour laquelle ça représente trop de risques pour de grandes banques. Ils ne vont pas le faire. Les banques alternatives peuvent le faire, mais avec une mise de fonds un peu plus élevée, avec un taux d'intérêt aussi élevé. Mhm. Ah, c'est ça, c'est ça. Oui, oui, Papy, comme tu vois, c'est maintenant, tu comprends maintenant pourquoi les voisins se surveillent. Et c'est ce qui est arrivé aussi à Brampton, c'est que les voisins commençaient, surtout dans les quartiers où c'était mélangé indien et non indien, les voisins, quand ils voyaient un mouvement, trop de jeunes, trop de personnes sortir de la même maison, ils allaient faire le rapport. Mhm. Et c'est là que, par exemple, la ville de Brampton, il y a 7 ans, avait commencé à faire des mises à jour et exiger que les propriétaires qui faisaient louer des parties de leur maison d'être enregistrés comme tels. Ouais, Et ceux qui ne le faisaient pas recevaient des grosses amendes. ouais. Donc, c'était ça. Alors, c'est comme ça que, malheureusement encore, euh, les Indiens le sachant, ils s'assuraient qu'ils allaient acheter une maison dans une avenue où il n'y a que des Indiens qui Ouais. font la même chose que eux. Comme ça, il n'y a personne. Mais malheureusement aussi, c'est ça que je vous dis. Le Canada, c'est pas fait pour les gens qui aiment la magouille. Parce que tôt ou tard, on va vous attraper. On va t'attraper. On va t'attraper. Quand on va t'attraper, tu vas regretter. Ouais. Tu vas regretter. Tu avais 10 étudiants qui payaient le loyer chez toi, qui payaient ton hypothèque. L'année prochaine, qui partent, il n'y a plus personne. Eh ben, tu te retrouves à payer. Tu es forcé à vendre ta maison à bas coût, à prix réduit. Et cela entraîne la réduction de valeur de toutes les maisons sur l'avenue, dans le quartier. Donc, finalement, tu impactes même les autres Indiens qui n'étaient pas dans ce chose-là. D'où c'est... Là, on va parler un peu communauté. Hein. D'où c'est important, Ouais. communauté, à des afro-descendants, de nous mettre ensemble et de commencer à penser, pourquoi pas acheter des maisons sur une même avenue? Pourquoi pas le faire? Ouais. Pourquoi pas penser à ça, voir comment, voir Jean, voir Nicole et dire, Nicole, toi qui es à Ottawa là-bas, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où tu peux voir que dans les 5-10 prochaines années, ces gens-là, s'ils commencent à vendre, que tu nous positionnes pour être des propriétaires là-bas? Et ce que tu dis là, c'est très important parce qu'il y a, c'est toujours question d'information. Et la Mhm. raison pour laquelle on fait ces types de live, c'est pour donner l'information à nos compatriotes, c'est de notre pour comprendre que il y a des possibilités, mais il faut juste avoir l'information pour pouvoir adhérer. Mhm. Et beaucoup de communautés le font déjà. Pourquoi on voit des fois des quartiers où il y a certaines communautés seulement qui habitent. Mhm. Hein, il y a cette force-là de se mettre ensemble et faire quelque chose. Même, tu sais que même toi et moi, ou tout le monde qui est dans le live ici, on peut être notre propre constructeur. On peut acheter un terrain Mhm. et avoir un constructeur qui on fait un plan qui Mhm. va être approuvé à la ville. Et parce qu'il faut savoir que tous ces projets-là que vous voyez, ce n'est pas du cash. Mhm.
tout le monde est financé. Mhm. Tout le monde est financé. Mais c'est question juste de bâtir un projet réel, Mhm. avoir une petite mise de fonds pour aller et avoir les financements pour ces projets. Ouais. Et c'est ça mon travail, en fait. Je Mhm. monte des projets pour des individus et en groupe même. Il y a même des gens qui le font en groupe. Mhm. Ils veulent acheter des appartements en groupe. Mhm. On monte le dossier, on l'envoie à la banque, c'est approuvé, c'est financé. Et ce n'est Ah. pas différent. Parce qu'on a quand même des grandes communautés, mais jamais on voit, je donne un exemple, il y a beaucoup de communautés qui ont leur propre centre communautaire. Mhm. Centre communautaire. Ouais. Vous allez voir que centre communautaire indien, centre communautaire italien, centre communautaire ceci, Jamaïcain? Mhm. jamaïcain même. Mhm. Ouais. Mais souvent, nous, si je peux dire, nous les Africains, on n'a pas de centre communautaire, mais Non, on est là, il y a beaucoup, on est beaucoup. non, on n'a pas. Il y a une question ici. Mais on a déjà répondu à ça. Monsieur Béon, est-ce qu'on peut utiliser l'argent de refinancement pour prendre un nouveau mortgage? C'est ça, on avait dit. Vous pouvez prendre une deuxième maison. Oui. Ouais. Sue Adeline qui dit sur ma rue, je suis entouré des Camerounais. Ouais. Ouais, ce qu'ils ont compris. Ils ont Ouais. compris. C'est ça. Écoute, je ne sais pas s'il y a d'autres questions, mais je te remercie vraiment, Jean, pour aujourd'hui. On a pris pratiquement 1h40 Ah, et ça va vite. oui, et je pense que la formule qui marche, ça serait une fois par mois ou une fois tous les mois, une fois tous Ouais, les 30 jours. Comme ouais, ça ouais, te permet de faire ce que tu as à faire et puis de, effectivement. de bloquer un dimanche et dire, bon, ce dimanche-là, on peut se reconnecter avec Joël, on va faire un autre live et tout ça. Hein? Voilà. Et les amis, en tout cas, nous sommes montés à 9500 likes. Merci beaucoup pour cela. Bravo. Nous sommes restés à plus de 40 personnes connectées et c'est vraiment très gentil pour vous. Donc, pour vous qui venez de découvrir notre page aujourd'hui, je suis Joël Yakongo. J'aime parler de l'intégration au Canada pour les nouveaux arrivants et même pour ceux qui sont déjà ici depuis un bout de temps. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous sommes dit, pour la deuxième fois, nous appelons encore Monsieur Jean Kabongo de parler préhypothécaire et nous donner encore des astuces pour bâtir nos communautés des afro-descendants. Très Ouais. important. Parce que si nous-mêmes, nous ne le faisons pas, ce n'est pas les autres qui viendront nous aider. Il faut que nous nous Exactement. aidions nous-mêmes. Nous commençons d'abord par nous aider, commençons par développer des stratégies, commençons par poser les pas et nous allons ainsi léguer une histoire, une place à nos enfants sur cette terre du Canada. Tout Exact. commence par nous. Exact. OK. Et Ah, avant que je vous laisse aussi, je dois juste laisser un bombshell. Parce que, mhm, comme j'ai dit, il y a toujours des nouvelles informations qui se passent. Alors, le gouvernement canadien va lancer un programme pour aider les premiers acheteurs. OK? Le prix des maisons que vous voyez, c'est pour des nouvelles maisons, OK? Pour des maisons en construction. Les prix des maisons que vous voyez est constitué du prix du terrain, le prix de construction, plus le GST, OK? la taxe. La taxe, Mhm. OK? Alors, pour aider les premiers acheteurs, le gouvernement canadien vient de lancer l'annonce qu'en tant que premier acheteur, ils enlèvent la taxe. Wow! Pour les maisons, juste les maisons, les nouvelles maisons en construction. Mhm. Donc, ce qui veut dire que ça peut vous sauvegarder beaucoup d'argent. OK? Mais avant que je finisse, ça, c'est le fédéral. Mhm. Ils ont enlevé la taxe. Mais maintenant, le gouvernement ontarien a dit non seulement ils vont enlever les TPS ou GST, Mhm. le gouvernement en Ontario a dit premier acheteur une nouvelle maison, ils enlèvent toute la taxe HST Wow! en Ontario. Wow, 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 OK? wow, wow. Donc, cet été va être un boom, le nouvel acheteur pour des maisons en construction. Prenez rendez-vous, prenez rendez-vous, prenez rendez-vous avec Équipé Mortgage. Prenez rendez-vous avant qu'il soit trop occupé. Prenez rendez-vous. Prenez Voilà. rendez-vous. Donc, il ne faut pas manquer. On a toujours les dernières informations. Soyez branchés.
si tu t'es enregistré sur mon site, tu auras toujours des courriels et te dit voilà ce qui se passe, voilà. Mais je veux aussi encourager tout le monde qui n'a pas encore acheté, ok? Si vous envisagez acheter ou avoir un projet, même si c'est pour l'année prochaine, commencez tôt pour savoir quel est votre pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous devez changer, qu'est-ce que vous devez améliorer pour être dans la position de faire cet achat. Parce qu'il y a beaucoup qui pensent que c'est pas encore le moment, je dois faire ceci, je dois faire ça. Comment tu sais? Parce que tu n'es pas expert. On n'a même pas encore évalué ton dossier. Il faut voir un expert. Contacte-moi. On va voir ton dossier. Je vais te dire exactement ce que tu dois faire. Il y a beaucoup de clients que je fais des closings, de fermeture. C'est après 1 année, 2 ans qu'on les fait. Tout un projet qui est battu en avance. Voilà. Mais si tu ne sais pas qu'est-ce que tu dois modifier, tu vas peut-être passer 1 année comme ça. Tu perds le temps. Et au finish, tu dis, mais si je savais. Si je savais. Si je savais. Chute Wagenia, toi qui demandes à Montréal, contacte Jean. TPS. Donc, TPS, c'est comme je dis, c'est pour tous les Canada, c'est le TPS, c'est le fédéral. Ouais, mais en Ontario, c'est pas seulement les TPS, mais c'est tous les HST. Donc, parce qu'en Ontario, il y a Harmonized Sales Tax. Voilà. C'est plus que les TPS. Donc, mais tout le monde dans le Canada, nouveaux acheteurs, nouvelles constructions, il n'y a plus le TPS, Ouais. GST. C'est ça. Donc, écoutez, c'est bien de poser des questions, mais c'est encore mieux de contacter l'expert et de prendre rendez-vous et de vraiment de parler, évaluer votre projet et il va vous guider pour ça. Et c'est ça que nous pouvons faire. En tout cas, Dalia MTV qui dit merci beaucoup pour ce live et toutes ces informations. Oui, Kazumba, c'est pour premier acheteur, donc nouvel acheteur, quelqu'un qui n'a jamais acheté de maison au Canada. Ouais. Ah ouais, c'est ça. C'est ça. OK, donc Jean, tu me fais signe pour la prochaine édition, pour le prochain numéro. Et comme tu as vu, les questions étaient là, le public était là, très intéressé de savoir et d'apprendre. Et ce n'est que comme ça que nous allons les aider à se positionner et à se Exactement. préparer. Et tout le monde qui a des questions ou veut se connecter à moi, lancez-moi un DM. D'abord, premièrement, je suis sûr que tout le monde là ici l'a déjà fait suivre sur la page pour les informations. Et puis, lancez-moi un DM ou sur WhatsApp, mon numéro sur WhatsApp. Je suis en processus aussi de mettre mon numéro 1-800. Donc, mais sur WhatsApp, mon numéro actuel, vous pouvez le contacter. Je serai disponible de vous répondre à vos questions, vous donner les indications et tout. Et on peut évoluer ensemble. Ça fait des années que je l'ai fait. Et, faites confiance et puis vous allez voir votre projet évoluer, quoi. Donc, exact. C'est ça. OK, Jean, en tout cas, merci beaucoup. Passe une bonne soirée, bonne fin d'après-midi chez toi et merci beaucoup. Bonne semaine. Et nous nous retrouvons dès que tu es prêt. Ah, je crois qu'il a eu un appel. Merci Joël et merci tout le monde. Bon week-end. Bon, le week-end est déjà fini. Bonne semaine. Okay. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci. Merci.